tous les véhicules de service. Le véhicule PAM, tu le mets là où il doit être mis, et tu me fais dégager tout le reste. D'accord? Dans quelques heures, la gendarmerie française présentera officiellement son nouveau véhicule rapide d'intervention. Bonjour. Les seuls à pouvoir le piloter, ce sont eux, les gendarmes des BRI, les brigades rapides d'intervention. Ils ne sont que 163 en France. Aujourd'hui, ils dévoilent leur nouvelle arme de dissuasion. C'est un grand jour, en fait, on présente officiellement notre nouvel outil de travail, donc c'est important. Un événement d'importance auquel vient assister en personne le ministre de l'Intérieur de l'époque, grand patron de la gendarmerie, Brice Hortefeux. Monsieur le ministre, l'adjudant Bombail, commandant la brigade d'intervention de Saint-Armand. Bombail. Donc ça, c'est ce qui est en place, c'est Subaru. Voilà, complètement. Donc c'est le nouveau véhicule rapide d'intervention qui va doter prochainement les brigades rapides. Voilà, vous pouvez prendre place si vous le souhaitez. Poussez-vous au cas où ça démarre. Au niveau de la vitesse de pointe, 255 km/h, 265 chevaux. C'est une Mégane Renault Sport RS. Entre la dernière Mégane RS et les premiers véhicules à moteur de la gendarmerie, un siècle d'évolution technologique s'est écoulé. Nous allons vous raconter l'histoire de ces véhicules sportifs d'exception qui ont fait la renommée des brigades rapides d'intervention. Vous partagerez la formation des pilotes. C'est hyper violent. Hein. Et vous découvrirez l'univers de ces hommes qui ont choisi d'allier gendarmerie et voitures de légende. On est tous passionnés de véhicules. On choisit la BRI parce qu'on aime bien la voiture. Nous sommes au château de Vincennes, près de Paris, au service historique de la Défense. Le capitaine Benoît Aberbuch est docteur en histoire. Il nous a ouvert les portes des archives de la gendarmerie nationale. Dans ces rayonnages, des centaines d'ouvrages racontent des histoires de gendarmes et de voleurs, des histoires de course-poursuite qui remontent au temps où la gendarmerie était encore la maréchaussée. Les origines de la maréchaussée pendant tout le 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, les gendarmes se déplaçaient essentiellement à cheval. Le principal changement qui est intervenu à la fin du 19e siècle, c'est l'apparition de la bicyclette. Les bicyclettes deviennent véhicules officiels des gendarmes à partir de 1903. Des moyens qui vont vite sembler dérisoires comparés à ceux de la police. Avec la création des brigades du Tigre à partir de 1907, on assiste à un décalage en matière des moyens de locomotion entre la gendarmerie et la police. La police garde son avance et la gendarmerie pédale jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Un début de parc automobile est alors constitué en récupérant les véhicules laissés par les Américains. Mais le déclic, c'est la définition d'une nouvelle mission pour la gendarmerie. Ce qui va servir comme impulsion pour développer le parc automobile de la gendarmerie, c'est véritablement la mission de police-route qui va être donnée à la gendarmerie à partir de 1928, ce qu'on appelait à l'époque la police spéciale de la route. Et donc en effet, le nombre d'usagers de la route à l'époque augmente de manière considérable, et donc en parallèle, bien sûr, les accidents. Et c'est d'abord pour protéger, pour aider les usagers, avant d'avoir une mission de répression, que les gendarmes vont se doter essentiellement de véhicules. Les tractions avant font leur apparition dans les années 30. Les gendarmes ont enfin les moyens de leur mission. Le parc automobile s'étoffe, mais pas pour longtemps. La Seconde Guerre mondiale va y mettre un coup de frein. Après la Seconde Guerre mondiale, le parc automobile de la gendarmerie, qui a beaucoup souffert de l'occupation, va se reconstituer petit à petit, notamment via la mission de la police-route avec une association qui s'appelle le Secours routier, qui va assembler la gendarmerie nationale et le Touring Club de France. Les Renault Juva 4, sérigraphiés police de la route, confirment la mission de prévention de la gendarmerie. Elles sont équipées d'un brancard, d'une mallette premier secours et d'une boîte à outils pour aider les automobilistes en difficulté.
Les Peugeot 203 ou 403 break viennent bientôt prendre le relais. Elles sont souvent noires avec le gyrophare orange. Puis Citroën sort sa fameuse 2 chevaux. Dans sa version gendarmerie, la quasi-totalité de son coffre arrière est occupée par la radio. Au début des années 60, Renault trouve une réponse au succès de la 2 chevaux. En 1961, les Français voient arriver une petite voiture qui va tout de suite rencontrer un succès populaire extraordinaire. La 4L reste encore aujourd'hui la voiture française la plus vendue avec 8 millions d'exemplaires. On la voit bientôt partout et dans tous les domaines. C'est la voiture idéale, aussi bien pour les familles, pour les beatniks, mais aussi pour les gendarmes, comme ici en gris clair avec son antenne radio caractéristique. Elle gagne ses galons dans la gendarmerie pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle passe partout, même dans les chemins les plus rocailleux qui doivent être accessibles aux forces de l'ordre. Elle est aussi économique, légère, capable d'atteindre les 110 km/h, ce qui n'est pas rien pour l'époque, et permet d'envisager de belles courses-poursuites sur tous les terrains. Pourtant, la 4L n'aurait jamais pu entrer dans la gendarmerie sans une caractéristique bien particulière. Un des cahiers des charges, c'était aussi de pouvoir permettre aux gendarmes de garder son képi sur la tête tout en conduisant, ce qui était un symbole d'autorité vis-à-vis de la population civile. C'est donc grâce à la hauteur élevée de son habitacle que la 4L devient la meilleure conquête du gendarme. Elle traverse les époques sans prendre une rayure, fidèle au poste, toujours partante pour un petit contrôle de routine. Pour la remercier de ce dévouement, la dernière 4L sera même livrée en main propre au directeur général de la gendarmerie en 1993. Au total, près de 12 000 4L seront passées entre les mains des gendarmes en 40 ans de bons et loyaux services. Un seul véhicule a réussi à battre ce chiffre record avec 12 255 exemplaires achetés par la gendarmerie. C'est l'estafette. Voici donc l'estafette, qui est, comme vous l'allez voir, l'instrument de travail idéal de tous ceux qui ont à transporter et à livrer partout, ce qui sert tous les jours à tout le monde. Du bois, du blé, des moutons, des journaux, des poissons, des parfums, des sucettes. Mais oui, mon lapin, des sucettes aussi. Pour les livraisons quotidiennes des gendarmes, l'argumentaire commercial de l'époque s'adapte aussi parfaitement. Enfin, le microcar estafette trouve son utilisation dans toutes les entreprises qui ont à effectuer des navettes entre différents points d'activité. 8 places passagers, habitacle climatisé, vue panoramique à 360 degrés. Ainsi, non content de vous véhiculer dans les meilleures conditions de confort, ce microcar vous transportera de plaisir. En 1969 se produit un événement décisif. La gendarmerie se dote d'une couleur uniforme, le bleu moyen, qui deviendra donc le bleu gendarmerie. C'est la 4L et l'estafette qui sont les premières à changer de robe. Désormais, il y aura du bleu dans le vert de nos campagnes. Les unités de gendarmerie vont se voir dotées de toutes sortes de véhicules. La plupart du temps, ce sont des véhicules standards qui suivent l'évolution classique de l'automobile civile. Mais un petit nombre de privilégiés va avoir la chance de conduire des voitures fantastiques qui restent encore aujourd'hui gravées dans nos mémoires. Dans les années 60, les autoroutes se développent rapidement, les voitures sont de plus en plus puissantes et il n'y a pas encore de limitation de vitesse. Pour s'adapter à cette accélération, la gendarmerie crée les pelotons d'autoroute en 1966. Très peu de temps après la création des pelotons d'autoroute, vont apparaître les brigades rapides d'intervention à partir de février 1967. La création des brigades rapides d'intervention, les BRI, marque le début d'une nouvelle ère. La grande saga des véhicules sportifs d'exception de la gendarmerie peut commencer. Dans le milieu du rallye automobile de l'époque, une petite voiture bleue va entrer dans la légende, c'est l'Alpine A110. Avec sa silhouette à couper le souffle, elle met en échec tous ses concurrents. La meute des plus grands constructeurs mondiaux va tenter de faire échec aux 5 Alpine Renault d'Anderson, Andruet, Darniche, Nicolas et Terrier. En
1973, elle effectue un parcours sans faute au championnat du monde des rallyes. Le rallye de Monte-Carlo s'achève. 6 Alpine Renault dans les 10 premières places. Après Monte-Carlo, elle enchaîne les victoires sur tous les terrains de la saison, aussi à l'aise sur les pistes de l'Atlas marocain que sur la neige verglacée du rallye de Suède. Elle confirme sa suprématie en Corse et accroche à son palmarès le plus beau des trophées. Le Tour de Corse allait prendre fin après 10 rallyes internationaux, 346 épreuves chronométrées et 29 621 km de course sur le triomphe des Alpine Renault. 5 voitures bleues dans les 6 premières places. Vraie voiture de course dans le cœur des passionnés, c'est l'Alpine A110. C'est elle qui a été championne du monde en 1973 avec Jean-Luc Terrier, Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche. Donc cette voiture-là, elle est mythique. C'est une voiture d'ailleurs très recherchée maintenant. Aujourd'hui encore, de nombreux fans vouent un véritable culte à l'Alpine A110, surnommée la berlinette. C'est le cas d'Éric Comas. Cet ancien champion de Formule 1 a créé un club de pilotage entièrement dédié à la berlinette. Avant de faire de la F1, j'étais d'abord un petit garçon qui un jour tombé amoureux des berlinettes qui étaient dans le garage de mon père. Je peux vous décrire ça, mais comme si c'était hier. Des sensations, des vibrations, de l'odeur mélangée du polyester et puis un peu de vapeur d'essence. La sonorité du légendaire pot de ville. Et c'est vraiment une voiture qui m'a attiré. À 13 ans, j'ai fait du karting. J'ai commencé à m'intéresser au sport auto. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour, j'aurais une berlinette. C'est la voiture qui m'amuse toujours le plus. J'ai conduit plein d'autres autos, mais c'est une voiture qui procure tellement de sensations. Donc le moteur, c'est une base de Renault 16 sur lequel ont été implantés 2 carburateurs Weber double corps 45, ce qui fait à peu près 150 chevaux. Alors 150 chevaux, c'est ridicule aujourd'hui, mais la voiture ne pèse que 700 kg. Après l'habitacle, c'est juste 2 places ou 2 petites places à l'arrière. Donc là, il y a un réservoir de 50 litres et la roue de secours. En sport automobile, pour faire une vraie voiture de course, il ne faut pas de variation de géométrie. C'est-à-dire que normalement, votre suspension, quand les roues s'enfoncent ou en détente, vous avez toujours le même réglage de carrossage. La berlinette, c'est tout l'opposé. Et pourtant, c'est une voiture fantastique. Les Alpines A110 équipent les brigades rapides d'intervention dès 1967 et jusqu'au début des années 70. Pour piloter ces petites fusées, capables d'atteindre les 225 km/h à l'époque, les gendarmes doivent porter le casque et sont formés comme de véritables pilotes de course. C'est le cas de Bernard Bredel, un ancien gendarme des BRI. Aujourd'hui à la retraite, il a toujours gardé un sentiment très fort pour cette voiture légendaire. Nous l'avions convié ce jour-là chez Éric Comas, au royaume de la berlinette, pour des retrouvailles fortes en émotions. Bonjour madame. Bonjour Eric. Ça me fait plaisir de te recevoir ici dans notre nouveau temple de la berlinette. Je me retrouve à côté de la crème de la crème. Alors, je suis tout à fait modeste. Je le regarde avec des grands yeux parce que c'est un grand pilote. Mais j'ai bien conscience que depuis quelques années, j'ai des lacunes, c'est évident. Mais j'ai beaucoup de plaisir à revenir sur le circuit, notamment avec Eric, pour qu'il me fasse une petite démonstration de ses capacités qui sont parfaitement connues. C'est parti. Alpine, nous voilà. Embarquement immédiat dans l'Alpine à remonter le temps, destination 40 ans en arrière. Tu avais conscience à l'époque quand même que vous étiez payé pour rouler en Alpine, quoi. Il y avait les pilotes alpines, les pilotes usines et les gendarmes. Ah, mais tout à fait. Et les autres rêvaient de rouler en berlinette et vous étiez payé pour rouler là. Ah, tout à fait. D'ailleurs, on aurait donné notre place pour rien au monde parce que nous étions parfaitement conscients d'avoir des privilèges. Quoi. Je suis sûr. Tu te rends compte, à l'époque, nous avions le moyen auto le plus puissant de la gendarmerie pour rattraper les voleurs. On rêvait de ça. C'était vraiment le summum, quoi. Ah, ça vibre, là. Là, c'est... Tu avais le même bruit, plus ou moins? Ça, c'est les deux villes d'époque, hein. Bon, je vais t'emmener, on va faire quelques tours de reconnaissance sur la piste.
jauges, ça marchait à l'époque? Non, hein. Bon. Oui, tu sais, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un témoin comme toi, qui a roulé avec la voiture. Tout le temps en panne. C'était déjà en panne, parce que nous, on a un mal fou à les faire marcher, les jauges à essence. Allez, on est parti. Si tu veux, j'ai évidemment, dans ma carrière, eu la chance de conduire beaucoup de voitures de course. Et il n'y a rien aujourd'hui qui me procure plus de sensations que le pilotage d'une berlinette. La berlinette, pourquoi elle était forte en rallye? C'est parce que c'est vraiment une voiture d'improvisation. À tout moment, si la route, tu te fais surprendre, le virage referme et tout, le train avant, lui, ne te prend jamais en défaut. Elle tourne. Mais elle demande quand même des notions de pilotage assez aiguës. Effectivement, quand tu veux la pousser dans ses retranchements, il faut bien synchroniser le contre-braquage. Bon, mais c'est le propre de toute voiture de course. Celle-là de courbe, elle est bonne, hein? Ouais, celle-ci, celle-là est difficile. Petit cadeau surprise. Ça sentait toujours l'essence à l'époque. Ah ouais, ça n'a pas beaucoup changé. L'été, quand il faisait chaud, l'été, c'était l'horreur pour vous, non? Oh là là là. Parce que vous aviez la tenue obligatoire. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on portait la veste noire. Je me souviens, les gens étaient très impressionnés quand ils nous voyaient arriver. La voiture basse, comme ça. Maintenant, tu as fait un peu connaissance avec le tracé du circuit de Chenevière. Ouais. Ce que je te propose, c'est de reprendre la place que tu occupais en 1972. Allez, on y va. On partage ça ensemble. Et si tu veux bien, je suis ton coéquipier. Allez. Voilà, alors le petit conseil, tu te rappelles? Ouais. Tu tournes dos à la voiture et tu descends. Ok. En mettant la jambe en même temps. Faut que tu mettes la jambe en même temps. Voilà. Bon, après le reste, à mon avis, je pense que ça va vite revenir. J'espère. C'est un flashback, hein? Je cherche mes vitesses. Ouais, il faut les retrouver. Hein. Le pédalier était petit. Hein. Ouais. Seconde là ou troisième? Ouais, tu peux rester en 3 là. Il y a 2 endroits où tu vas mettre la seconde. C'est les deux épingles. Et on fasse la première là. Ah merde. Si t'es accroché, ouais, là tu dois être bon. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus vieilli dans la voiture. Les transmissions, c'est incroyable, les progrès qui ont été faits. La direction, ça te rappelle, hein? Tu te souviens? Bon souvenir ça. On a l'habitude maintenant de mettre des coups de volant parce que les voitures tournent plus. Les voitures sont lourdes, elles s'ouvrent. La berlinette, elle est tellement vive qu'en fait, tu es obligé d'être très doux avec le volant. Vous n'aviez pas l'occasion de rouler souvent en montagne alors en fait? Parce que c'était quand même le terrain de prédilection quoi, de la voiture. Hein. Absolument. Ça devait vous démanger quand même de quitter l'autoroute et de prendre les petites routes, non? Ça nous est arrivé quelques fois. Ouais. Faut pas le dire. Ça c'est sûr que... Il y a prescription maintenant. Il y a prescription, ouais. Bon ben voilà Bernard, c'est l'heure de rentrer le jouet. Eh oui. C'est fort. C'est très fort. La berlinette n'a pas fini de faire chavirer le cœur des générations en génération. Lorsque j'ai pris ma retraite, on m'en a offert une en miniature. Parce que j'avais le souvenir de cette voiture mythique. Et j'avais tellement parlé de ça à mes camarades de bureau à la fin de ma carrière, qu'ils m'ont remis, quand je suis parti à la retraite, une petite Alpine gendarmerie. Et cette expérience aujourd'hui me ramène à des souvenirs vieux quand même de plus de 30 ans. Hein. Ouais. Mais c'était des bons moments, c'était des très très bons moments. Je souhaite à tous les gendarmes actuels dans les brigades rapides d'avoir la chance
de connaître ce que j'ai connu. Les premiers pilotes de BRI ont aussi pu tester la Matrajet, l'autre petit bolide de l'époque, 100 chevaux sous le capot et des pointes à 210 km/h. De quoi se faire plaisir. Au début des années 70, la DS fait son entrée dans la gendarmerie. Entre cette grande dame de la maison Citroën et la France, c'est une histoire d'amour qui dure déjà depuis bien longtemps. Depuis 1955 exactement, où une petite bombe de modernité allait faire sensation au salon de l'auto. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. La principale innovation de la DS, c'est sa suspension hydraulique, qui lui confère une tenue de route exceptionnelle. Célébrée dans le monde entier, elle est présentée comme un véritable phénomène de foire. Et maintenant, mesdames et messieurs, la double crevaison sans les mains. Un talent qui va entrer dans l'histoire. Nous sommes au début des années 60. En pleine guerre d'Algérie, la DS a conquis les hautes sphères de l'État et envahi la cour de l'Élysée. Le général de Gaulle en a fait sa voiture officielle. Il ne se doute pas qu'elle va lui sauver la vie. Le 22 août 1962, de Gaulle quitte l'Élysée avec sa femme et son gendre, direction l'aéroport de Villacoublay. À 22h08, le convoi est pris sous le feu nourri d'un commando armé de fusils mitrailleurs. Il se trouve que son chauffeur est un gendarme, le gendarme Marou. Et c'est lui qui, grâce à ses qualités et son sang-froid, et aussi aux qualités techniques du véhicule, vont permettre au chef de l'État et à son épouse et à son entourage de pouvoir échapper à cet attentat perpétré par l'OAS. Dès les premiers tirs, les pneus avant de la DS crèvent, la glace arrière vole en éclats. Francis Marou rétrograde et accélère, la DS tient le choc jusqu'à Villacoublay. De Gaulle vient d'échapper à l'attentat du Petit Clamart. « 1972 est l'année d'un triste record, 12 000 morts sur les routes françaises. L'année suivante, l'État crée les limitations de vitesse, le port obligatoire de la ceinture et renforce les moyens de la gendarmerie. Un autre véhicule entrera prochainement en service, l'Alpine Renault A310 V6. 6 voitures de ce type remplaceront les modèles les plus anciens des 35 voitures rapides d'intervention des escadrons d'autoroute. L'Alpine A310 impose sa silhouette aérodynamique dissuasive. Dotée d'un moteur 6 cylindres en V de 160 chevaux, elle peut atteindre les 226 km/h. Les Alpines A310 régneront en maître sur l'autoroute jusqu'au milieu des années 80. La dernière prendra sa retraite en 1987. Au centre de formation à la sécurité routière de Fontainebleau, le capitaine Gabriel Lotte est la mémoire vivante des véhicules d'intervention. Il se souvient qu'à l'époque, l'A310 avait une concurrente de poids. La SM Citroën Maserati, née de l'union entre la technologie hydraulique Citroën et le talent de motoriste de Maserati. Deux arbres à cam en tête, 178 chevaux, un monstre qui fait la fierté de la gendarmerie. Un succès pour Citroën qui se confirme durant les années 80. Alors, les années 80, dans les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie, sont marquées par le règne absolu de Citroën, puisque une seule et même voiture va quasiment couvrir toute cette période, toute cette décennie. C'est la Citroën CX-25 GTI. La CX-25 GTI atteint les 223 km/h. Elle restera longtemps le véhicule le plus utilisé par les BRI. À l'époque, si on se faisait arrêter sur l'autoroute, il y avait de fortes chances que les gendarmes soient au volant d'une CX. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Le contrôle de vitesse que nous effectuons à 7 km d'ici. Début des années 90, c'est la R21 2 litres turbo qui prend le relais.
Une voiture puissante qui sait se faire apprécier. Avec son moteur 2 litres, elle séduit les utilisateurs. Elle a un moteur de 175 chevaux. Elle atteint les 227 km/h. Dans le genre bolide qui ne paye pas de mine, la Peugeot 405 T16, une 4 roues motrices qui cache bien son jeu sous le capot. Alors, sous ce capot, nous découvrons le moteur qui équipe donc la T16 qui a succédé à la MI16 avec toujours 16 soupapes, 1998 cm3 de cylindrée et 200 chevaux qui peuvent provisoirement être montés à 220 chevaux par l'intermédiaire d'un overboost qui donne donc un surcroît de puissance pendant 45 secondes, ce qui est quand même considérable pour ce type de produit, et permettant donc à la voiture d'atteindre la vitesse record de 235 km/h, ce qui en fait donc un joli avion de chasse sur les autoroutes. En 1998, Peugeot succède à Peugeot avec la 306 S16, une petite voiture performante, mais qui ressemble beaucoup à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Cette voiture, elle a une excellente adhérence. Et il faut avouer que c'est là quand même un critère déterminant pour les véhicules rapides d'intervention, puisque quand il s'agit d'évoluer à haute vitesse, il est très important que le véhicule colle à la route. Ce qui manque à la 306, c'est l'apparence intimidante qui a fait la renommée des grands véhicules rapides d'intervention. Une renommée que les BRI veulent retrouver. En 2006, la gendarmerie fait un choix décisif qui remet ses brigades rapides d'intervention sur le devant de la scène. L'arrivée de la Subaru va faire l'effet d'une bombe. Cette marque s'illustre notamment au championnat du monde des rallyes, puisqu'elle gagne 3 fois consécutivement le titre constructeur en 95, 96 et 97, puis 2 fois le titre pilote en 2001 et en 2003. 4 roues motrices, 230 chevaux, 250 km/h. La Subaru est déjà célèbre lorsqu'elle arrive entre les mains des gendarmes. Jusqu'à présent, les Subaru WRX étaient entre les mains des pilotes de rallye, ils en ont fait un excellent usage, ou entre les mains des bandits, ils en ont fait également un très bon usage pour aller vite, ou entre les mains des kékés un peu, ce sont des voitures très sympas à conduire, ce sont des voitures très puissantes. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'arrêtent pour nous demander de prendre la voiture en photo. Avant, on n'avait jamais vu ça. Hein. La gendarmerie a acheté 65 Subaru à 28 000 € pièce. Un investissement parfois critiqué, mais qui a fait ses preuves. 164. David Kram. Le véhicule est rattrapé en moins d'1 minute. Le gendarme fait signe aux contrevenants de suivre la Subaru. L'infraction est stoppée en un temps record. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 164 km/h dans une zone limitée à 110. Alors déjà la Subaru, il y a un impact psychologique au départ. C'est un véhicule de sport, donc les gens savent qu'il y a un potentiel au niveau puissance, donc on va dire qu'ils vont moins jouer. S'ils nous voient, ils vont calmer le jeu tout de suite. Après, en ce qui concerne les grands excès de vitesse, la Subaru nous permet de faire des bonds de rattrapage assez rapides. Le but, c'est de faire cesser l'infraction le plus rapidement possible, si c'est possible. C'est sûr que si vous tombez sur des gens qui visiblement veulent pas s'arrêter, ils prendront tous les risques pour pas s'arrêter, quitte à nous mettre dans le décor ou à mettre d'autres personnes dans le décor. Depuis le début des années 2000, chaque année, des rallyes sont organisés pour des conducteurs fortunés qui traversent l'Europe en prenant tous les risques à bord de bolides très puissants. Appelées Cannonball, Gumball 3000 ou Torpedo Run, ces courses sauvages se terminent parfois en drame. En juillet 2010, la course Cannonball Run Europe 2010 passait par la France. La BRI de Nemours se trouvait sur leur route.
Nous avons été prévenus qu'ils remontaient sur l'Angleterre et nous avons pu mettre en place un dispositif qui nous a permis d'intercepter 2 des 40 bolides qui remontaient sur Versailles. Donc les conducteurs ont été interceptés, ils ont été placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Les participants roulaient à 195 et 201 km/h. Pour les rattraper, les gendarmes des BRI doivent savoir tirer le maximum de leur Subaru. Un exercice dangereux qui demande du savoir-faire et du sang-froid. La moindre infraction au code de la route, dès lors qu'on part derrière une voiture, on a des montées d'adrénaline et il faut savoir les stopper avant que ça nous emmène trop loin. Et c'est pour ça qu'on est 2 formés à la conduite dans le véhicule pour que le copilote, entre guillemets, puisse dire stop de temps en temps. Il faut apprendre à les conduire parce que c'est pas le tout de pouvoir avoir une voiture qui dépasse 200 ou 250 km/h. Il faut avoir des notions d'adhérence parce que ils sont amenés à intervenir quelles que soient les conditions météo, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent. Vous roulez pas pareil à 250 qu'à 150. C'est pas du tout la même chose. À 260 km/h au compteur, mieux vaut avoir les bons réflexes. Les pilotes des BRI doivent suivre une formation régulière. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'un stage de formation pour les brigades rapides d'intervention au circuit de Bresse. Nous y avons retrouvé les pilotes de la BRI de Nemours. Bonjour. Bonjour Stéphane, responsable de la formation pour le circuit de la Bresse. Bonjour. Bonjour, enchanté. Stéphane. Gérald. Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphane, donc je suis le responsable de la formation. Donc on va apprendre à se connaître un petit peu ce matin, on va faire des petits tests en discutant entre nous pour voir les acquis. Donc on va repartir de la base, conduite normale, maîtrise du véhicule, pilotage de précision, on va passer par la conduite rapide et on va finir au pilotage. D'accord? Donc on va se diriger sur la salle de formation. Viens avec moi. C'est par ici que passent les 163 pilotes de BRI en France. À chaque fois, ils commencent par réapprendre tout ce qu'ils croyaient savoir. Donc, on va faire un petit rappel. Comme je vous disais, on essaye de travailler un petit peu sur la psychologie. Donc en gros, bien sûr, on a un cerveau, 1,350 kg en moyenne, pour certains. En matière de pilotage, le cerveau peut être trompeur. Surtout, ne pas se fier à ses premiers réflexes. Donc, règle numéro 1, plus tu accélères, plus tu patines. Règle numéro 2, plus tu freines, moins ça freine. Règle numéro 3, plus tu tournes, moins ça tourne. On va vous le prouver encore une fois, de plus, même si vous l'avez déjà fait. Oui, c'est simple comme règle, malheureusement, une fois qu'on les connaît par cœur, le volant n'est pas la seule chose qui fait tourner l'automobile. C'est faux, archi faux, strictement faux. Que vous soyez en course-poursuite, que vous soyez avec vos enfants, en montagne, en campagne, le principe de base, il est toujours le même. C'est la prise de la trajectoire la plus large. On est là pour stabiliser l'auto. Auto pas stabilisée, non-respect des mathématiques et de la physique. Et c'est ce qu'on dit, la voiture un jour elle va vous punir. Et elle va vous punir sévèrement. D'accord? Tout bon. On se sépare, on aura tous des radios. Durant 2 jours, les 12 pilotes de ce stage vont réviser les techniques de la conduite extrême. Évitement d'urgence, freinage sur terrain glissant, rattrapage de tête à queue, tout doit y passer. Je vais prendre la première Subaru. Il y en a 2 qui viennent avec moi. Nos 2 pilotes vont commencer par la base en matière de pilotage, le freinage. Le but, c'est s'arrêter le plus court. On va aller chercher les millièmes de seconde, les millièmes de centimètres, partout où on peut les trouver. On va essayer de s'arrêter en moins de 15 mètres. Ce ne sera pas là. J'arrive ici, c'est je freine fort, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Et au moment où on va sentir la voiture légèrement, comme on dit, crapoter pour caler, à ce moment-là, vous faites juste ôter la vitesse et on est tranquille. Donc on est pas mal, tu attaques bien, la voiture vraiment s'écrase bien, tu as trop de relâchement à la fin. Ça permet de gérer le freinage tout en gardant la motricité de la voiture pour éviter de perdre de l'adhérence et de perdre le véhicule tout court.
On fait ces exercices de freinage ensemble et je connais les qualités du conducteur. Et je sais ce qu'on peut faire avec une voiture. Putain, je peux y arriver. Hein. Je tape passer dans les freins. De travailler ensemble, même à l'entraînement, ça permet d'avoir confiance en son coéquipier. Donc là, on reste trop sur du progressif, ABS à la fin, par contre, à mort. Pas mal. Donc là, on est sur une bonne phase d'attaque. Tu as bien freiné, là, je pense, aux 2 premiers cônes. Et je pense que tu as essayé de faire sauter le rapport, en fait, trop tôt. D'accord? Vous revenez vers moi. Alors c'est hyper technique et c'est très difficile et il n'y a qu'en pratiquant qu'on peut arriver à maîtriser parfaitement cette manœuvre. Oh là. Deuxième exercice, le freinage en pente sur terrain glissant. La piste est continuellement recouverte d'eau, des conditions proches du verglas. Dès que vous allez voir un obstacle apparaître dans ce couloir de cône, je vais vous demander de déclencher un freinage. Beaucoup trop élevé en vitesse d'approche. Il faut prendre en charge la descente, l'adhérence, beaucoup de choses à prendre en compte. La Subaru n'est pas difficile à conduire en tant que telle. Par contre, au même titre que tous les véhicules, qu'on ait une propulsion, une 4 roues motrices ou une traction, elle va demander des spécificités pour s'adapter. La faculté d'une 4 roues motrices, c'est qu'elle va avoir une grande stabilité. Par contre, effectivement, à haute vitesse, il va falloir justement avoir toutes les facultés d'un bon conducteur pour pouvoir privilégier cette stabilité. C'est pas donné à tout le monde sans formation d'effectuer un évitement d'urgence. L'évitement d'urgence, c'est la technique de pilotage par excellence, à maîtriser absolument. Ça se coule, hein? Ouais, ça se coule. Tu sens bien la ceinture de sécurité, à quoi elle sert? C'est hyper violent, hein. C'est violent là. Ah, parce que ça tire bien là. Donc mes petits pilotes, là on va passer aux choses sérieuses, parce que là vous allez ressentir des sensations que vous n'avez jamais senties. Je vous le souhaite en tout cas de ne pas l'avoir encore senti. C'est qu'on va passer sur une plaque qui va vous bouger, qui va vous provoquer un survirage, c'est-à-dire un choc à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand une voiture survire? Vous devez le savoir, à votre avis. Décélérer. Regardez loin déjà, toujours regarder où il faut aller. Faire le moins de gestes possible au niveau des mains et surtout il faut recharger l'arrière. Le boulot c'est de recharger l'arrière. Comment on recharge l'arrière? En rechargeant avec l'accélérateur. Mais attention, c'est un filet de gaz, c'est pas une accélération brutale. Pourquoi? Parce que si vous patinez, vous allez provoquer la perte d'adhérence du train avant, on est d'accord, ça reste des tractions ici. Du coup, vous allez finir votre tête à queue. Tant que vous pouvez prendre de l'angle, filet de gaz, on contrôle avec le volant, on remet l'aéro droite et c'est passé. Allez, c'est parti pour un premier passage. On va rigoler là. Ah ouais, ça te fait marrer toi. Rigole pas de trop là. T'es à 40. 5 à 40. Quand on freine pendant une phase de survirage, ça se finit souvent par un tête à queue. L'intérêt de cet exercice est de recréer les conditions d'une crevaison à l'arrière. Malheureusement, quand nous arrivons sur la route, on ne peut pas déterminer de quel côté la voiture va nous échapper. C'est pour ça que la plaque, soit elle part à gauche, soit à droite, c'est aléatoire. Là, c'est hyper pédagogique. Hein. Allez, Mazda. Là, c'est des sanctions immédiates. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Hein. Pas de deuxième chance. Allez, Mazda à toi. C'est hyper dur. Pour être plus efficace, la formation ne se fait pas uniquement sur Subaru. L'avantage d'avoir une Subaru, c'est comme c'est une 4 roues motrices, pour attraper l'auto, ça sera beaucoup plus facile. Donc s'ils arrivent à le faire sur des voitures qui sont relativement difficiles, avec des tractions avec ce genre d'auto, avec les Subaru, ça sera beaucoup plus facile. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Allez, c'est parti mon déo. Oui, très bien.
Allez, 42 km/h. Allez, on vise le 45 au prochain passage. Joli, 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 joli. Reste en ligne. Joli. Et regarde où tu vas aller. Ouais, mais comme j'ai les jetons de me prendre un deuxième coup de raquette, si tu veux, j'ai tendance à... Ah bah trop en faire. Et Ouais. si tu te bats avec ton auto, tu me fais des grands gestes, bah, la voiture elle part dans un sens, tu refais beaucoup de gestes dans un autre sens. Du coup, la caisse elle repart dans l'autre sens parce que tu es en retard par rapport à l'auto. Manœuvre écart, la caisse tu la sens, hop, tu contrôleras que tu remets tes roues droites, la caisse elle sera ligne, tu peux la stopper l'auto. C'est chaud, chaud, chaud là. Hein. Ça surprend parce qu'on s'y attend pas, absolument pas du tout, et c'est violent quoi le choc. Hein. C'est bon la vitesse, on va pas plus vite. Tu t'es regardé rouler, ouais. tu as subi l'auto, ça s'appelle conduire, subir. Ouais. C'est pas du pilotage. Putain, pourtant... Quand on met trop de gaz, ça provoque un patinage, du coup il n'y a pas de transfert. Filet de gaz. Eh ben, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il te manquait que l'accélération pour recharger l'avant. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis sur le frein. Putain. Ah putain. Ah. Donc, vraiment ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est quand la voiture survire, c'est d'être réactif. D'accord? Vraiment, faites-moi des choses simples et précises, efficaces. Après, vous penserez, oula, c'était chaud là. Mais pas pendant, vous n'avez pas le temps. Le bon réflexe au bon moment. Le geste qui sauve ou au contraire, qui provoque l'accident. L'exercice de nuit est le plus difficile de la formation. Les gendarmes vont devoir enchaîner tout ce qu'ils ont appris dans la journée, mais en pleine nuit, dans des conditions de stress maximum pour recréer toutes les conditions d'une véritable course-poursuite qui tourne mal. Ce soir, on les met sous situation de stress, c'est-à-dire qu'ils roulent de nuit, avec très peu de visibilité, avec un effort physique, parce qu'il peut se retrouver avec un effort physique pour après quelqu'un est monté dans la voiture rapidement, devoir repartir. On leur met un certain stress physique et psychologique juste avant de monter dans la voiture avec un casque, ce qui les perd complètement, puisque à ce moment-là, déjà avec le casque, ils ont une perte totale du temps et de l'espace. L'adrénaline, ça monte très haut. Là, le cerveau il est complètement déconnecté, donc comment dire, les gestes viennent automatiquement, quoi. C'est au tour du maréchal des logis-chef, Frédéric Joséphine. Le formateur lui met la pression pour créer une situation d'urgence. Tu mets un casque et tu dégages. Allez, vite fait, casque le plus vite possible. Ta ceinture. Là, on les casque en mettant la visière, donc du coup, ils sont énormément gênés, ils sont obligés de rester concentrés, donc il y a un évitement à faire. Moi derrière qui leur met la pression, donc ils sentent vraiment cette voiture qui les suit. Hein. Donc on va leur laisser un peu de place ici, au cas où. Voilà, sinon on arrête vite sur eux. Allez, on passe dans la chicane, on est parti. Allez, dans la chicane, c'est parti, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, à gauche, le virage, vas-y, j'ai vu une belle chose tout à l'heure. Vas-y. Vas-y, je vais devoir mettre du gaz, du freinage dégressif, on fait une synthèse des techniques. À droite, la chicane. Voilà, donc là ils ont une chicane pour les ralentir un peu parce qu'ils vont passer sur la faible adhérence. Vas-y, 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 mets-moi du gaz, on va pas chercher le pain. Allez, vas-y, vas-y. Allez, on part à droite, on passe dans la porte. Et tout de suite à droite, tout de suite à droite. De toute façon, ils sentent qu'on n'est pas loin. Hein. Donc du coup, hop, on leur fait l'extérieur, on repique à l'intérieur, pour leur montrer qu'ils sont vraiment très vulnérables. Vas-y, 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 vas-y. Allez, tu négocies ton virage. On change d'endroit pour qu'ils aient cette sensation d'avoir des feux qui leur arrivent dessus, pour vraiment les déconcentrer. Ne te préoccupe pas de l'autre voiture. Allez. Et vas-y, on relance, on relance. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y.
Et là, ils vont passer sur la plaque où ils prennent un gros coup dans le train arrière. Et tout de suite à droite, tout de suite à droite. On prend l'entonnoir et on rentre, on passe sur la plaque. Vas-y, 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 stabilise, pas plus, pas plus. Et ben voilà. Alors? Ah, c'est dur, dur mais bon. Là, dans la BRI. Oh la... Ah, ça change, hein. On n'est pas habitué à faire des choses comme ça, hein. Le maréchal des logis-chefs Frédéric Joséphine s'en est bien sorti. La quasi-totalité des participants ne pourra éviter le tête-à-queue. C'est normal, les formateurs mettent volontairement la barre trop haute. Là, la nuit, comme ça, ouais, on voit rien et c'est hyper stressant. Hein. Mais c'est quand même extrêmement représentatif de ce que vous pouvez rencontrer, vous, dans la vraie vie. Ouais, enfin là, je pense que l'exercice est poussé à un cas extrême. Hein. Je pense que s'il nous arrive tout ça en même temps, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. En 2010, les Subaru arrivent au bout de leur potentiel kilométrique. Il va falloir les renouveler. La gendarmerie lance alors un nouvel appel d'offres. Parmi les grands constructeurs qui y répondent, il y a Subaru, BMW, Ford et Renault. Comment est-ce qu'on répond à un appel d'offres de la gendarmerie? Nous sommes allés le demander au principal intéressé. En termes d'image, l'enjeu est important. Être choisi par la gendarmerie pour remplacer les Subaru est une réelle preuve de performance. Renault décide de tout miser sur sa nouvelle Mégane RS. Nous avons une double offre sur Mégane Renault Sport. Nous avons un véhicule avec un châssis de série qui était déjà très sportif, très performant. Et nous avons un châssis baptisé châssis Cup qui est un châssis encore plus performant. Avec le châssis Cup, Renault marque des points importants pour l'appel d'offres. Ce châssis Cup, il présente l'avantage comparativement à un châssis normal de pouvoir réaccélérer plus fort en sortie de virage et surtout de prendre moins de roulis dans les virages. C'est-à-dire qu'on se penche moins dans les virages parce que les suspensions sont un petit peu plus raides que sur l'autre châssis. La Mégane RS Châssis Cup est déjà une voiture sportive exceptionnelle, comme a pu s'en rendre compte le pilote de Formule 1 Romain Grosjean. Mais ça ne suffit pas. Renault veut gagner et décide alors d'apporter une modification électronique pour booster le moteur de la version gendarmerie. Pour remporter l'appel d'offres et pour répondre finalement au cahier des charges de la gendarmerie, le petit plus, quelque part, c'est le travail qui a été fait sur la cartographie moteur pour augmenter la puissance et le couple de ce moteur pour avoir une voiture plus performante, qui accélère plus fort et qui est plus rapide. Un petit plus qui a porté ses fruits. Alors pour la gendarmerie, on a une version spécifique. On a une cartographie qui a été développée par Renault qui nous permet de gagner quelques chevaux. 265 chevaux au lieu de 250 version grand public. 255 km/h de vitesse de pointe, soit 270 au compteur. De 0 à 100 km/h en 5 secondes 9. La Mégane gendarmerie est aussi équipée d'un gyrophare à LED, plus lumineux. Au niveau de la sérigraphie, changement radical, nouvelle norme oblige. Les nouvelles normes européennes, donc on est en jaune et bleu, contrairement au blanc et rouge initialement. Équipement gendarmerie, donc il y a des feux anti-brouillard surpuissants qui ont été rajoutés dans la face avant. Ensuite, on garde les bandes réfléchissantes en blanc sur le latéral. Et donc à l'arrière, on reprend la sérigraphie spécifique jaune et bleu et le panneau à message variable qui nous permet de communiquer avec les usagers de la route. Un beau joujou à la pointe de la technologie que les gendarmes des BRI ont hâte de piloter. C'est économie d'énergie, non? On a un nouveau véhicule, je pense que c'est comme tout conducteur de véhicule sportif qui aime les voitures. Quand il a une nouvelle voiture, il est un peu content, quoi. Ah, effectivement, ça fait toujours du bien d'avoir une nouvelle voiture. C'est un peu comme un enfant, si on lui donne un nouveau jouet, il est pressé d'avoir son nouveau jouet et de jouer avec, quoi. Ouais, c'est un véhicule, je pense, quand le délinquant de la route aura ça dans le rétroviseur, il n'aura pas envie de jouer.
Au jeu du gendarme et des voleurs, la dernière Mégane RS est un nouvel atout entre les mains des gendarmes. Depuis mars 2011, elle équipe les brigades rapides d'intervention et confirme la grande tradition des véhicules sportifs d'exception de la gendarmerie française.